nous sommes lundi après ce week-end de Pâques. En fait, c'est toujours le lundi de Pâques en France, n'est pas férié en Russie, raison pour laquelle nous tenons aujourd'hui ce Zoom. Je voudrais remercier Gilles Chenesso qui est à mes côtés pour avoir fait le Zoom avec Nicolas Ducret vendredi dernier. Voilà, merci beaucoup Gilles. Je l'ai regardé bien évidemment pour m'assurer si tu n'étais pas meilleur que moi. Et vu que tu l'étais, je vais reprendre les choses en main et reprendre la direction de ce Zoom. Nous sommes donc avec Arnaud et Igor, comme d'habitude. On est ravis de vous revoir. Pavel, vous voyez, avec Pavel, nous sommes tous les deux en cravate aujourd'hui parce qu'en fait, on sort d'un rendez-vous de Pâques. On sort d'une chasse aux œufs. Mais avec l'administration russe, donc voilà, nous étions vendredi avec l'administration russe et à nouveau aujourd'hui. Donc, on continue à avoir des rendez-vous avec l'administration pour s'assurer de ce que l'on peut faire pour les entreprises françaises qui restent en Russie et surtout voir tous les problèmes de loi sur les pénalisations que vous connaissez, dont on a déjà parlé. Mais Arnaud, que s'est-il passé pendant ce week-end? Quels sont les éléments importants que tu voudrais nous rapporter aujourd'hui? Merci Président, bonjour à tous. Quelques nouvelles effectivement dans le domaine économique et politique. Tout d'abord, on a appris l'existence d'une lettre co-signée par 8 associations professionnelles russes du secteur agroalimentaire, lettre adressée au Premier ministre Mishustin, dans laquelle ces associations professionnelles demandent au chef du gouvernement de ne pas introduire de mesures symétriques en réponse à l'interdiction prononcée par l'Union européenne, interdiction de circulation pour les poids lourds immatriculés en Russie. Ces associations professionnelles s'inquiètent des éventuelles conséquences sur les importations, notamment d'ingrédients alimentaires, si jamais la Russie adoptait une mesure similaire dans l'autre sens. Autre démarche d'un autre acteur très influent, que l'on connaît bien, le RSPP, c'est-à-dire le MEDEF russe, qui, de son côté, a écrit à la fois au gouvernement et à la Banque centrale pour lancer une discussion sur de possibles mécanismes alternatifs pour le paiement des dettes des entreprises. Le RSPP s'inquiète des éventuelles conséquences de défauts qui pourraient être prononcés sur les dettes corporate suite à des difficultés techniques de paiement. Des nouvelles concernant la présidente de la Banque centrale, Mme Nabioulina, qui a fait un certain nombre de déclarations aujourd'hui devant la chambre basse du Parlement. Elle a déclaré en particulier que le pays pourrait vivre sur les réserves jusqu'à la fin du deuxième trimestre, probablement, et qu'ensuite, elle entrerait, je cite, dans une phase de transformation structurelle. Elle a également déclaré que 52 pays s'étaient ralliés à la Russie, plus précisément au système de messagerie bancaire équivalent russe, entre guillemets, du SWIFT, le SWIFT russe, 52 pays. Elle a par ailleurs déclaré que pourrait être envisagée une nouvelle libéralisation, en tout cas une révision de la règle des 80% obligatoires s'agissant de la vente de devises étrangères, vente obligatoire aujourd'hui. Enfin, quelques mots de politique. Deux nouvelles significatives à mes yeux. D'une part, vendredi, l'inclusion de nouvelles personnes physiques dans la liste des agents étrangers. Il y a en particulier le blogueur vidéo très connu en Russie, Yuri Doud, dont on sait qu'il est vu, connu de millions, voire de dizaines de millions de citoyens russes. Il y a également une politologue, Madame Schulman, et le dessinateur, caricaturiste Yolkin. Donc, c'est un signal évidemment important. Et puis, il y a encore une fois Deripaska, le patron de Roussal, dont on a déjà parlé au cours des dernières semaines. J'avais dit que
Il commençait à jouer un rôle qui allait bien au-delà de celui d'un grand capitaine d'industrie. L'entretien qu'il a accordé au journal Expert vendredi dernier ne fait que confirmer cette appréciation. Certains disent qu'il s'agit d'un programme présidentiel, je n'en sais rien. En tout cas, c'est très clairement un projet de société, un projet économique, mais au-delà, un projet social et politique que collègue Deripaska a déroulé dans cet entretien. Alors, il mentionne des choses assez techniques, macroéconomiques, politique de crédit, etc. Mais il fait aussi des déclarations très surprenantes sur la nécessité, par exemple, de réduire l'appareil de sécurité, de réduire les effectifs de l'armée, et plus généralement de rendre, je dirais, la liberté au peuple. Alors, il parle surtout de liberté économique, mais c'est un discours assez étonnant dans le contexte actuel. Je dirais, c'est le seul discours marquant et novateur qu'on ait entendu dans une sphère politique, par ailleurs bien atone, ces derniers mois en Russie. Donc j'attire à nouveau votre attention sur cette contribution au débat public et politique en Russie. Voilà, Président. Merci beaucoup, Arnaud. L'interview, effectivement, d'Éric Pasquet est très intéressante et on va essayer de la faire traduire en français. Si tu peux noter ça, Grégoire. Merci. Igor, cher Igor, tu as l'air fatigué. Je ne sais pas ce que tu fais. Il chasse les œufs. Tu as dû chasser beaucoup d'œufs hier et aujourd'hui parce que tu as l'air très fatigué. Et tu rentres demain soir, ce qui fait que demain soir, nous n'aurons pas le plaisir de voir Igor, mais tu rentres demain soir et nous en sommes ravis. Mais Igor, que s'est-il passé alors sur un plan diplomatique? Merci, Président. Bonjour à tous. Alors, quelques informations sur le volet diplomatique. Le président Zelensky a donné une interview à CNN ce week-end dont il fallait retenir, à mon avis, 3 points. Le premier, c'est qu'il réitère le fait que l'Ukraine n'est pas prête à faire l'impasse sur son intégrité territoriale au nom d'un accord de paix avec la Russie. Deuxième point, c'est qu'il a souligné qu'il s'attendait à ce que les Russes reprennent une offensive en direction de Kiev en fonction de comment les choses tournent dans le Donbass. Et le dernier point, c'est que d'après lui, les chances de succès dans les pourparlers avec les Russes diminuent de jour en jour, mais il veut toujours croire dans la possibilité d'un dialogue, et qui plus est d'un dialogue fructueux. L'autre information, c'est la visite surprise de Roman Abramovich à Kiev. Alors, on se souvient qu'Abramovich avait joué les missi dominici et même les modérateurs lors des négociations entre Russes et Ukrainiens à Istanbul. Il est apparu ce week-end à Kiev où il a rencontré manifestement les membres de la délégation ukrainienne pour essayer de réinsuffler quelque chose dans ce processus diplomatique qui piétine, en réalité, depuis maintenant ce sommet du 29 mars à Istanbul, et après la tragédie de Boutcha, à plus forte raison. Cela dit, on n'a pas encore vraiment de retour sur ce que cette visite a pu créer comme dynamique ou sur un quelconque produit de cette visite. L'autre élément, c'est la demande d'aide financière formulée par l'Ukraine à l'adresse des pays du G7. L'Ukraine a estimé qu'elle avait besoin de 50 milliards pour pouvoir tenir 6 mois, payer les salaires de l'armée, faire tourner l'administration et faire face au déficit budgétaire tout en assurant des services sociaux. Souvenez-vous, la semaine dernière, je vous avais expliqué que Volodymyr Zelensky estimait à 7 milliards par mois la nécessité pour refinancer et faire tourner l'intendance et l'État. On voit que là, 50 milliards sur 6 mois, visiblement, là, les besoins ont augmenté entre-temps. Et un dernier élément, on a parlé de la Serbie. Ce week-end, le président serbe donnait une interview sur une télé serbe. Une nouvelle fois, il a réitéré son opposition aux sanctions, qu'il a qualifiées, je cite, d'inutiles, et a indiqué qu'il ne comptait pas prendre de sanctions à l'égard de la Russie et qu'il subissait de très fortes pressions de la part des Ukrainiens, mais aussi d'un certain nombre de pays de l'Union européenne, dont un en particulier qu'il n'a pas cité, pour que la Serbie cesse d'opérer des vols avec Air Serbia sur la Russie. Voilà pour les informations de ce début de semaine.
Merci Igor. Alors, j'ai une première question pour toi. Si jamais Zelensky dit qu'il ne négocierait pas de traité de paix sans intégrité territoriale, d'abord, est-ce que ça inclut la Crimée? Et ensuite, même si ça n'inclut pas la Crimée, enfin, on voit mal les Russes repartir pour l'instant. Donc, ça voudrait dire qu'il n'y avait pas de paix. Bon, il est resté assez. Il n'a pas donné de précision, on n'a pas cité de quel territoire, à quel territoire il songeait. Mais bon, sur la Crimée, à mon avis, il n'a pas vraiment ça en tête. Je pense que c'est plutôt le Donbass, les éventuels gains territoriaux que la Russie pourrait obtenir dans le Donbass, plus les autres régions du sud qui échappent au contrôle de l'Ukraine. Faut voir que lui, dans une logique d'apparaître comme étant disposant d'une position de négociation relativement peut-être pas forte, mais en tout cas pas aussi mauvaise qu'on pourrait l'imaginer. Il s'adresse aussi à son auditoire. Donc l'idée, c'est quand même de maintenir le moral des troupes, de galvaniser l'opinion publique et donc de montrer de la fermeté pour asseoir encore plus sa propre légitimité dans cette épreuve que tout le pays traverse. Hein. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on est quand même sur fond d'affrontements qui rentrent dans une phase active, encore plus qu'elle ne l'était dans le Donbass. Donc, évidemment, il n'a aucune raison, à ce stade en tout cas, de commencer à relâcher un petit peu la pression sur cette posture de négociation et donner des signes d'ouverture. Je pense que la logique reste la même que celle qu'on évoquait la semaine dernière. C'est pour l'instant le sort des armes qui doit décider de plus de choses que la logique des négociations. Ouais. Merci Igor. On commence à nous poser des questions. Alors, peut-on expliquer comment fonctionne le système SWIFT russe et quelle différence avec le système international et quel intérêt de l'adopter? Arnaud. Je ne connais pas les détails techniques, mais il présente à l'évidence un avantage majeur, c'est qu'il n'est pas contrôlé par les Occidentaux. Donc ça, c'est quelque chose, ne serait-ce qu'en termes d'information sur les on a perdu Arnaud. C'est quelque chose qui devient très précieux. Attends, Arnaud, tu as perdu une minute, donc tu as perdu 10 secondes. Donc, tu disais que c'était un système avantageux. Oui, parce que en termes d'information, par exemple, les informations relatives aux transactions ne passent pas par un système contrôlé par les Occidentaux. Dans un contexte de sanctions accrues de la part des Américains et des Européens, cette opacité a beaucoup d'avantages pour les Russes et pour leurs partenaires hors Occident. Et alors, tout à l'heure, juste tu permets, Emmanuel, que je rajoute un petit point en plus pour compléter la réponse qu'a fait Arnaud. Tout à l'heure, on parlait de liste de pays, donc bon, on n'a pas cité les pays, hein, évidemment, qui visiblement ont adhéré à ce système, mais avant même toute cette crise, on sait déjà qu'un certain nombre de pays étaient prêts à adhérer à ce système, et ça avait déjà commencé en particulier avec la Turquie. Et pour des raisons qu'on peut comprendre, puisqu'il y a quand même des échanges économiques assez nourris entre la Russie et la Turquie, hein, des échanges commerciaux qui se situent entre 17 et 22 milliards de dollars par an. Que la Turquie aussi va pu faire, comment dirais-je, l'objet de pression de la part d'administrations américaines, enfin qu'il y avait des sujets délicats qui ont exposé la Turquie à des risques de sanctions, voire à des sanctions assez limitées. Et donc il y avait un intérêt pour les Turcs à s'immuniser face à de potentielles sanctions plus importantes. Et le deuxième point, c'est que pour, j'allais dire, les citoyens russes comment dirais-je, de lambda en quelque sorte. Hein. Ils ont peut-être fait connaissance avec ce système de manière un peu assez anecdotique, mais lorsqu'ils ont téléchargé leurs applications de différentes banques russes, on leur demandait d'adhérer, s'ils le souhaitaient ou pas, à ce système de transfert. Et ils devaient cocher une petite case avec un petit logo, avec des flèches, etc., pour valider le fait qu'on pouvait faire des transferts bancaires aussi à travers ce système. Bon, bah, c'est un peu la même architecture, si vous voulez. Ça relève du même système. Et on nous demande ce système est dans quelle devise? Et ce sont des roubles pour l'instant ou il peut être fait dans toutes les monnaies? Non, je pense que c'est un système de messagerie en fait. Hein. Ouais. Il s'agit de... Indépendamment de la devise, en fait, c'est le vecteur, en fait. C'est le vecteur sur lequel somme sur lequel on va faire transférer l'argent, en fait. Indépendamment du.
Et on se fiche de la devise, en fait. Voilà. C'est-à-dire, en gros, admettons que quelqu'un avait un compte en devise dans une banque russe, qui voulait faire un virement en devise chez quelqu'un qui a aussi un compte en devise dans une autre banque russe, ou même, il pourrait très bien utiliser ce système-là. Se passer du SWIFT, de toute façon, ça sera complètement faisable avec les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies n'utilisent pas le SWIFT. Le SWIFT, c'est un système de compensation de monnaie et que les crypto-monnaies, lorsqu'elles font des échanges entre elles, c'est direct. Donc, il n'y a pas de SWIFT pour les crypto-monnaies. Mais on verra demain. Demain, on devrait, mercredi, pardon. Mercredi, on devrait avoir, tu l'as noté, mais mercredi, nous ferons un point sur les crypto-monnaies. On vous le rappellera. Des questions plus politiques. Alors, les déclarations de Zelensky sur l'intégralité territoriale, la délégation ukrainienne n'avait-elle pas, au sortir des négociations à Istanbul, annoncé qu'elle était prête à considérer un nouveau statut pour les républiques du Donbass à valider sous 15 ans, nous dit-on? Non, en fait, non. Il y avait évidemment, il y a deux dossiers. Il y a le dossier de la Crimée, qui, je rappelle, pour la Russie, n'en est plus un, puisque pour les Russes, c'est une question qui est fermée, dont on ne parle plus, mais que les Ukrainiens, à l'occasion de ce conflit majeur, souhaitent remettre évidemment sur la table. Et la façon de le remettre sur la table, c'était de dire qu'on ouvrait une plateforme de discussion sur le statut de la Crimée qui avait vocation à durer une quinzaine d'années. Ça, c'était pour la Crimée. Et pour le Donbass, effectivement, il était question d'un statut spécial qui était envisagé, mais on comprend bien que c'était potentiellement un moyen pour essayer de cadrer le débat avec une logique quand même, me semble-t-il, de conserver le contrôle sur ces territoires. Je rappelle que dans le cadre des accords de Minsk, qui aujourd'hui sont enterrés, mais il était question que ce territoire rentre dans le giron de l'Ukraine à l'époque, avec un statut spécial d'ailleurs. Donc, ça c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que depuis cette conférence du 29 mars à Istanbul, il y a quand même eu un certain nombre de déclarations, surtout après Boutcha, où on a eu le sentiment qu'il pouvait y avoir au minimum du flottement, voire parfois peut-être des rétropédalages sur certaines déclarations, surtout sur la question d'intégrité territoriale. Donc, en tout cas, les deux parties, surtout les Russes, ont critiqué la partie ukrainienne pour dire que finalement, ils revenaient sur certains points qui avaient été discutés à Istanbul et qui semblaient faire, en tout cas, l'objet, à défaut d'être un consensus, mais peut-être des talking points sur lesquels on était d'accord d'avancer. Je me permets d'ajouter un point, d'ailleurs qu'a mentionné tout à l'heure Igor, il pourrait y avoir un troisième sujet bientôt, c'est-à-dire certaines régions, certains territoires du sud de l'Ukraine hors Donbass, des territoires rattachés aux régions de Kherson et de Zaporozhye en particulier, Zaporizhzhia en ukrainien, qui sont actuellement contrôlés par les Russes et dont où on voit se déployer l'administration russe, le rouble. On a même vu aujourd'hui des statues de Lénine qui ont été remises en place et on a l'impression que ça pourrait durer, en tout cas. Et d'ailleurs, le président Zelensky a mentionné le scénario d'un référendum sur ces territoires. Donc, ça fait partie des sujets dont on parle peu, mais qu'il faut suivre, parce que c'est vraiment important. Tous ces territoires situés finalement entre la Crimée et le Donbass, et au nord de la Crimée et à l'est de la Crimée jusqu'au Donbass. On nous demande où sont les richesses minières en Ukraine. Elles sont justement plutôt dans le Donbass, non? Ou il y en a aussi d'autre côté? Le charbon, oui. Le charbon, c'était le Donbass principalement. Mais il y a d'autres richesses minières en Ukraine? Pas à ma connaissance. Alors après, en dehors de minières, il y avait apparemment beaucoup de gaz de schiste. Mais bon, ça, on sort peut-être du cadre de la question. Je ne sais pas. Oui, c'est intéressant. Non, le gaz de schiste, visiblement, quand c'était il y a une dizaine d'années, quand on commençait à prospecter, il y avait aussi beaucoup de réserves en Roumanie, entre parenthèses, mais apparemment tout le sud de l'Ukraine, les régions côtières, et en remontant un peu vers Lvov, il y a manifestement du gaz de schiste. Dans quelle mesure on peut l'exploiter, dans quelle mesure il y a des projets d'exploitation, ça, je n'en sais rien. Mais le charbon, oui, c'est le Donbass. C'est pas pour rien qu'on a des aciéries colossales qui ont été construites, donc notamment Mariupol, on en parle beaucoup. Mais au-dessus de la région de Mariupol, il faut voir qu'il y avait des hauts fourneaux, de très nombreux hauts fourneaux.
et c'était des sites industriels qui employaient des milliers, on va dire des dizaines de milliers de personnes. Donc, puisque le charbon était juste là. Ouais. Secteur qui était en crise avant 2014, soutenu. Là, je parle de l'extraction minière, pas forcément des aciéries, mais qui était soutenu à bout de bras à l'époque par le gouvernement Yanukovych, qui était en quelque sorte l'émanation politique de ces régions. Qu'en reste-t-il depuis 2014, sur les territoires sécessionnistes? C'est difficile à dire. Il reste des choses, mais beaucoup de choses ont été détruites. Et par ailleurs, les producteurs russes ne sont pas forcément très allants pour voir apparaître des concurrents avec des produits à prix cassé, que ce soit les aciéristes ou les producteurs de charbon. Toujours politique, on nous demande en quoi une structure de confédération similaire à celle de la Suisse, qui comprennent le Donbass et le Lugansk, remet-elle en cause l'intégrité territoriale? Formellement, ça ne remet pas en cause l'intégrité territoriale. Certains pensent même que c'est le seul moyen de préserver les apparences et de la maintenir, au moins sur le papier. Le fait est que les autorités ukrainiennes, bien avant d'ailleurs Zelensky, c'était le cas sous Poroshenko, mais avant aussi, avant Yanukovych, ont toujours insisté sur le caractère unitaire de l'Ukraine. Leur crainte était de voir apparaître des autonomies, la Crimée, de ce point de vue, faisant figure de laboratoire dangereux, et la suite leur a plutôt donné raison. Donc, le discours officiel ukrainien, c'est le refus de ce qu'on appelle la fédéralisation ou d'une confédération, et je ne vois aucune raison pour que ça change, en tout cas publiquement. Il y a un élément anecdotique, mais qui est néanmoins intéressant. Quand vous regardez la 3e saison de la série Sluga Narodu, dans laquelle a joué Zelensky, l'acteur qui incarne le rôle de président en Ukraine, la 3e saison est un petit peu, comment dirais-je, se projette dans l'avenir. C'est une Ukraine qui est un petit peu dystopique, on va dire. Eh bien, dans cette Ukraine dystopique, il y a justement, on voit une carte dans le bureau du président de cette série, une Ukraine qui est complètement sous forme de confédération, en fait, avec des grandes régions, une espèce de Länder, entre guillemets, ukrainien. Et c'est une Ukraine totalement décentralisée qui est imaginée dans cette 3e saison de cette série extrêmement célèbre, aussi bien d'ailleurs en Ukraine qu'en Russie. Donc, tu veux dire que le président Zelensky avait déjà imaginé le futur de l'Ukraine lorsqu'il était acteur? En tout cas, les scénaristes ont essayé de jouer de leur imagination pour cette 3e saison qui, à titre personnel, j'ai trouvé très mauvaise, contrairement aux 2 premières qui sont vraiment très, très drôles. Qu'en est-il des passages des bateaux russes par les détroits turcs, enfin par le Bosphore? Certaines rumeurs soulignent que les Turcs auraient bloqué les détroits et ferment de fait la mer Noire. Ce n'est pas des rumeurs, c'est un fait, c'est depuis la fin février. Mais on parle bien des bateaux de guerre. Et ce n'est pas que les bateaux de guerre russes, c'est tous les bateaux de guerre hors bateaux de guerre turcs, puisque la Turquie a la souveraineté sur les détroits. Mais depuis le 28 février, la Turquie a invoqué un certain nombre d'articles de la Convention de Montreux de 1936 pour fermer la navigation militaire les détroits de Bosphore et de Dardanelles. Donc, ce n'est pas que les bateaux russes, c'est surtout les bateaux américains, français, britanniques, ou bref, les bateaux otaniens qui potentiellement auraient pu être déployés en mer Noire, qui n'ont plus accès à cette mer. En revanche, pour la navigation commerciale et toute civile, il n'y a aucun problème, les bateaux peuvent circuler, mais on l'a signalé la semaine dernière, il y a un danger de mines dérivantes en mer Noire, et ça a pu poser certains problèmes quand même pour la navigation, notamment dans les détroits, qui ont quand même un passage extrêmement étroit et sinueux. Donc, ils ont déjà repêché, je crois, 2 ou 3 mines dans les détroits. Autre question, le président russe a déclaré que les mesures économiques occidentales avaient échoué. Votre avis? C'est toujours un peu compliqué comme question. Je vais commencer, tu continueras Arnaud, mais comme toujours, il y a des mesures qui heurtent la Russie.
qui se retournent contre l'Union européenne. Je ne parle pas des États-Unis parce que ce n'est pas notre sujet, mais qui a un effet boomerang contre l'Union européenne aussi. Donc, oui, il y a les sanctions peuvent faire mal à la Russie. Certaines ne les touchent pas beaucoup. Et il faut se méfier de cet effet boomerang dont je viens de parler. Mais Arnaud. Oui, il a parlé en fait de l'échec de la blitzkrieg entre guillemets économique. Il a relevé que le rouble était revenu à ses niveaux de début février, ce qui factuellement est vrai. Bon, ceci dit, on comprend bien que les sanctions vont commencer à produire leur effet, en tout cas celles qui ne l'ont pas produit immédiatement, dans les mois et les années à venir. Ça vaut pour l'industrie, les semi-conducteurs, etc., sans parler des investissements. Donc oui, à court terme, la Russie continue à fonctionner, mais il y a une vraie interrogation dans beaucoup de secteurs sur comment continuer. En tout cas, beaucoup estiment qu'il faudra continuer différemment. Et là, j'en reviens au papier de Deripaska. Il y a un débat qui commence une prise de conscience et un débat qui commence à surgir sur finalement le modèle, la trajectoire économique à 5-10 ans. Les gens comprenant bien que le modèle antérieur, fondé sur des exportations de matières premières vers l'Occident, des achats de technologies étrangères, était un modèle d'une grande vulnérabilité pour le pays et n'est plus vraiment viable. Donc la question, c'est comment en sortir rapidement, et est-il possible de changer les choses avant justement que les sanctions occidentales ne produisent pleinement leur effet. Là, il y a une course contre la montre, en Occident comme en Russie d'ailleurs, puisqu'on entend des discours en Occident sur la nécessaire sortie de la dépendance à l'égard des hydrocarbures russes. Les Russes sont engagés dans une réflexion comparable. Alors, je pense que certaines réalités géographiques, certaines réalités d'infrastructures remettront certaines choses en place, mais il y a quand même une tendance forte, une tendance de moyen et de long terme qui est en place de part et d'autre, et une course contre la montre. Ouais, je crois qui vraiment souffrira le plus en premier, finalement, c'est ça. Et ça a aussi des implications politiques majeures sur la sortie de la crise ukrainienne. Oui, je pense vraiment qu'il faisait allusion en fait à la capacité de la Russie d'avoir absorbé l'onde de choc initiale des sanctions et c'est pour cela qu'il y avait ce terme de blitzkrieg qui est employé. C'est vraiment l'idée de d'onde de choc qui a été absorbée. Il disait toujours avant les sanctions, c'est que la Russie était prête à absorber des sanctions quelles qu'elles soient, et c'est ce qu'il veut prouver aussi aujourd'hui, j'imagine. Alors, sur un autre sujet, à propos des travailleurs d'Asie centrale, il y a-t-il eu des départs avant et pendant le Covid? Oui, il y en a eu beaucoup. Quels impacts directs et indirects sur la Russie? Quel sera l'impact de nouveaux départs donc de travailleurs d'Asie centrale? Alors, il y a un double impact, si j'ose dire, pour les pays d'Asie centrale eux-mêmes. J'en ai parlé la semaine dernière, puisque le risque, c'est un tarissement des flux financiers vers ces pays en provenance de Russie. Et puis, il y a un risque, évidemment, pour la Russie, dans certains secteurs comme le bâtiment, par exemple la construction, où le manque de main-d'œuvre peut signifier très concrètement des retards de livraison de chantier, etc., etc. Donc, c'est un dossier à suivre, parmi beaucoup d'autres. Nous avons un futur expatrié, a priori, qui nous demande comment faire pour ouvrir un compte sur le système bancaire russe, CIPS, tout en habitant France, Belgique, Allemagne. Il faut venir en Russie, j'imagine, pour pouvoir ouvrir un compte bancaire. Mais je ne sais pas, vous avez d'autres idées? Non, oui, il faut qu'il vienne pour ouvrir son compte bancaire physiquement à la banque. Et ensuite, pour ce qui est des transferts bancaires, moi, à ma connaissance, quand vous arrivez à la banque, on vous demande pas de, comment dirais-je, ici, d'adhérer au système SWIFT. C'est des choses qui se font automatiquement, c'est de la mécanique en fait. Donc, si ça dépend de la banque où il souhaite ouvrir son compte, si cette banque est déswiftée, bon, bah, ça va être le système russe. Après, il faudra voir vers quelle destination il souhaite faire ces virements. Si la banque est pas déswiftée et que ça marche encore, comme c'est le cas encore avec certaines banques russes, bon ben, ce sera vraisemblablement ce système-là qui sera utilisé.
Et Arnaud nous dit qu'il faut être enregistré. En plus, il vérifie l'enregistrement. Donc, il faut qu'il y ait un Ça, appartement. oui. Il faut avoir un appartement et être enregistré en Ou Russie. l'hôtel, pas c'est enregistré. Ou à l'hôtel. Ah oui, à l'hôtel. D'accord. Donc, il suffit d'aller à l'hôtel. Ouais. Cette même personne nous demande quelles sont les compagnies aériennes au départ de l'Europe qui permettent de rejoindre la Russie. Alors, c'est simple, il n'y en a aucune. Mais par contre, oui, il y a la Serbie, en fait. C'est pas tout à fait vrai. Le plus direct, c'est par la Serbie, sachant que la Serbie, comme le disait Igor tout à l'heure, est sous pression, très forte pression, pour arrêter ses vols vers Moscou, et qu'il y a toujours beaucoup de problèmes avec ces vols sur lesquels il y a 3 à 4 alertes à la bombe par semaine. Donc, c'est pas simple. Sinon, on peut passer par Turkish Airlines, par Istanbul, mais aussi on peut passer par Doha ou passer par Yerevan ou Bakou. Voilà, donc c'est les façons les plus simples de rejoindre la Russie, ce qui n'est pas simple, bien évidemment. En parlant des crypto-monnaies, on nous dit le problème des crypto-monnaies est qu'il semble impossible d'acheter des crypto-monnaies avec des roubles. Les sites principaux ne prennent plus les cartes de crédit russes. Et à discuter plus en détail lors de la session spéciale, c'est ce que j'allais vous dire. Donc ça, c'est une question qu'on note. Envoyez toutes vos questions cette semaine sur les crypto-monnaies ou sur les problèmes logistiques à notre hotline, c'est hotline@ccifr.ru. Envoyez vraiment toutes vos questions à l'avance parce qu'on va les envoyer à nos 2 interlocuteurs mercredi et jeudi de façon à ce qu'ils puissent préparer les réponses. Alors, on nous pose des questions sur quels sont les flux financiers entre la Russie et les pays en ce temps, donc l'Ouzbékistan, le Tadjikistan, le Kazakhstan, etc. Quel pourcentage du PIB de ces pays cela représente-t-il? Je n'ai pas les chiffres en tête. Évidemment, ça concerne surtout le Tadjikistan, le Kirghizistan et l'Ouzbékistan. Le Kazakhstan et le Turkménistan sont beaucoup moins concernés, évidemment. Donc je n'ai pas le chiffre en tête et donc je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est très significatif en temps normal. Moi non plus, je n'ai pas le pourcentage, mais effectivement, c'est très, très important. Alors, pourquoi la Serbie subit-elle plus de pression que la Turquie ou les pays arabes pour les vols sur Moscou? Parce qu'elle veut entrer dans l'Union européenne. Ouais. C'est la réponse courte. La réponse courte, oui, c'est qu'il y a plus de moyens pour faire pression sur la Serbie que sur les pays du Golfe ou a fortiori sur la Turquie. C'est effectivement la Serbie, il y a un objectif, un horizon d'adhésion à l'Union européenne. Donc, dans le contexte où on est aujourd'hui, et surtout si elle tient à aménager ses relations avec la Russie, ça donne prise, ça donne un élément de vulnérabilité. Les Turcs, ça fait des années, je crois qu'ils ont mis en parenthèse leur ambition d'adhésion à l'Union européenne, donc c'est plus vraiment le sujet. Et puis faire pression sur la Turquie, évidemment, c'est pas tout à fait pareil. Et sans parler des pays du Golfe, les pays du Golfe sont géographiquement beaucoup plus éloignés, ils ont des moyens financiers que n'ont pas les Turcs, et a fortiori n'ont pas les Serbes. Donc voilà, c'est une question, j'allais dire bête et méchante, de géopolitique et voilà, de réelle politique. Mais on a vu même cette pression s'exercer au moment du vote à l'ONU contre la sortie de la Russie du Conseil des droits de l'homme, c'est ça? Où la Russie a mis de la Russie, la Serbie a mis de la Russie à voter pour la sortie de la Russie. Et après, le président Vučić a dit qu'il avait été contraint et forcé sous peine de sanction. Si C'était peut-être le prix, la concession pour l'exemption concernant l'utilisation du pétrole russe et les raffineries de la compagnie serbe Nice, qui sont contrôlées par Gazprom Neft. Donc oui, Belgrade tient bon mais doit lâcher du lest de temps en temps. Ouais. On n'a plus de questions, donc on vous remercie. Il est 18h05. On vous rappelle donc, alors demain, on a un autre invité spécial
qui est Tadzio Schilling, le directeur général de l'Association du business européen. Donc, c'est la Chambre européenne à Moscou, qui viendra à 17h30. Il viendra nous rejoindre. Il parlera un petit peu de la présence du business européen. Mercredi, nous avons une personne sur les crypto-monnaies et jeudi sur les problèmes logistiques. N'oubliez pas de nous envoyer vos questions sur notre hotline et mais on vous retrouvera avec grand plaisir. Pavel, Tu as tout dit. Tenez bon. comment ça, j'ai tout dit? C'est pas vrai, on te demande de dire d'autres choses. Non, tu as tout dit. Tous les points ici sont. Mais non, je n'ai pas parlé des canaux Telegram. Des canaux Telegram. Le président n'a pas parlé des canaux. Ah oui, il y en a Telegram. 2 maintenant. Voilà. Il y en a L'un deux. sur les actualités administratives et légales. Légales CCIFR et l'autre CCI France-Russie, avec l'ensemble des informations que le président nous a aujourd'hui généreusement dispensées. Donc, au plaisir de vous retrouver demain avec notre ami helvétique et Toton Tadzio. Et puis, 17h30, même heure de Moscou, 16h30, heure de Paris. Tenez bon, bonne fin d'après-midi et merci d'être avec nous. Et la CCI France-Russie reste à vos côtés. Bonsoir et à demain.